Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver. Très heureuse en tout cas de vous accompagner jusqu'à 9h30 aujourd'hui avec mes complices du lundi matin. Vous les connaissez à présent. C'est donc la rubrique de Samira Hadjamar. Samira, bonjour. Équipe patrimoine aujourd'hui. Oui. Tu vas nous parler donc de la construction d'une réplique numérique en 3D de Timgad. Et on parlait justement de Timgad. Oui, qui a déjà visité ou pas Timgad? Oui, ouais. Très bel endroit. Très bel endroit. À découvrir absolument. Tout à fait. Oui. Des vestiges. On va en parler. Jawdet Gessouma est avec nous également. Bonjour Jawdet. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, très bien. Très bien. Aujourd'hui, un petit résumé de l'actualité culturelle. Elle est encore très riche voilà, oui, chaque semaine. Bien sûr, bien sûr. Puis l'année prochaine, on reviendra sur tout ce qui a été fait peut-être. Voilà, Inch'Allah. Eh bien, on continuera bien entendu aussi. Nos invités seront aussi nombreux. On parlera d'addictologie avec une spécialiste en la matière. Elle sera parmi nous. Elle est psychiatre et viendra nous parler d'un centre d'addictologie. Et bien entendu, on fera un gros plan sur ce centre avec Fariel Hamdi, notre journaliste. Nous aurons également à parler d'un très bel événement, 13e édition bien sûr, donc du festival culturel local Lire en Fête. Ça se passe à Tizi Ouzou et ça sera donc c'est du 27 au 31 décembre. Jawdet a l'habitude souvent de nous en parler puisqu'il prenait part, cette année un peu moins. On en parlera avec nos invités, ils seront parmi nous. Et puis on parlera aussi d'un prix décerné à une jeune architecte algérienne. Elle vient pour nous parler d'un système donc intelligent de distribution d'eau. Vous le connaissez bien, c'est les Fogara, mais elle a donc justement travaillé sur ce système et elle l'a modernisé à sa façon. Elle va nous en parler et bien sûr, elle a eu un prix pour cela. Elle nous en dira plus. Le festival aussi donc de la chanson Haroubi, ça se passe en ce moment même. Ça sera donc du 26 au 30 décembre et nous aurons le commissaire sur notre plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. On commence en musique, comme bien sûr le veut la tradition, avec le groupe Day qu'on a eu le plaisir de retrouver et rencontrer à Tamanrasset. Très sympathique le groupe. J'espère qu'on aura le plaisir de les avoir. Ils ont une actualité très riche, en tout cas pour 2026. On aura justement le plaisir de les recevoir pour leur nouvel album. Et bien, pour l'instant, on va apprécier cette belle chanson, La Bella. On se retrouve juste après. ما كان رجوع للي راح ونكرم ملحي وخيري لو رجوعك يشفي الجراح ما يبري لي ضميري ما كان رجوع للي راح ونكرم ملحي وخيري لو رجوعك يشفي الجراح ما يبري لي ضميري وانا مشتاق لزوره وتكون يديك الصوره عينك يا حوره نتحمل وحش سريري في طويري اختاري يا ديال الماح بقاي ولا سيري خير لك ممو الملاح ماشي خسارة في طويري اختاري يا ديال الماح بقاي ولا سيري بالك في مغدورة ولا بروحك مغرورة روحي يا العسفورة شوفوا واش تصيري
Voilà, une très belle chanson. Ça vous met en forme, en tout cas, pour nous suivre jusqu'à 9h30. Et vous allez rester là, puisque Jawdet va nous donner quelques rendez-vous à ne pas rater concernant l'actualité culturelle ici à Alger. Elle est très riche, Jawdet. Oui, oui, mais là, je suis notamment sur le festival du théâtre professionnel qui va se tenir jusqu'au 1er janvier. D'accord. Donc là, moi, je voulais revenir sur justement, parce qu'il y a eu jeudi passé, il y a eu une table ronde qui parlait du théâtre de 1973 à 1980 avec Ziani Chérif Ayad, Abdelhamid Rabia, qui est comédien et acteur culturel. Bouziane Ben Achour, qui était critique, qui était sur le théâtre notamment et tout. Et donc, ils ont évoqué un peu ce théâtre de 1973 à 1980, qui était très pertinent, très porté sur l'idéologie, sur l'actualité sociale, sur la sociologie, tout ça. Donc, ils avaient intégré un débat. Le rôle du théâtre, en fait. Voilà, théâtre d'éveil aussi. Puisqu'il éveille les consciences et tout ça. Mais il y avait aussi une esthétique et beaucoup de choses qui avaient changé. Sauf que moi, je voulais quand même préciser quelque chose à cet effet, c'est que le théâtre avait commencé donc en 1926, au début du siècle, pas officiellement, mais d'une manière très efficace, on dirait, parce que c'est Allalou, non pas Mohamed Allalou, parce que beaucoup de gens se trompent, c'est Allalou tout simplement, Ali Sellali de son vrai nom, qui est né en 1902, qui avait rejoint la troupe d'Edmond Yafil vers 1921 et qui avait fini par créer sa propre troupe qui s'appelait Zahia Troupe en 1925 et un an après, le 12 avril 1926, il joue au Cursal d'Alger sa fameuse pièce Djha. Oui. Donc, le Cursal d'Alger, c'était une salle de spectacle, on jouait du vaudeville, du comique troupier, toutes ces choses-là. Et c'était sur la façade de Bab el Oued, là où il y a l'actuel jardin, juste à côté. Donc, elle a été détruite, cette salle. Et il y a eu un ensemble, toute une façade d'immeubles qui a été créée. Donc, le Cursal, c'était une salle très courue à l'époque. Et la particularité, pourquoi je parle de Allalou, parce qu'il est à l'origine de ce théâtre qui se voulait moderne déjà à l'époque, puisque Allalou avait écrit cette pièce où il fut après rejoint par Bachtarzi, qui, au-delà de la musique avec Edmond Yafil, s'était trouvé une passion pour le théâtre. Oui. Donc, il a rejoint Allalou et cette aventure a donné le théâtre lieu radiophonique, au théâtre. Voilà, et toutes ces choses-là. D'autres, le Gouel voilà, aussi. Avec, le Gouel qui viendra après, on en parlera dans moins de 5 minutes, n'est-ce pas? Donc, parce que la particularité de Allalou, c'est qu'il a créé une forme de théâtre en arabe dialectal. Donc la prose dialectale, c'était la première fois où elle a été utilisée au théâtre. Et dans les années 70, il y a eu beaucoup de choses avec les troupes qui ont donné après Hamd Salim, le Djouad, Aqd el-Djour, tout ça avec Alloula, qui a lui recréé notre novlangue entre guillemets du théâtre, en incluant le Gouel qui était l'équivalent du coryphée, parce que le coryphée c'était celui qui raconte dans le théâtre dramatique tragique, la tragédie grecque, il raconte la scène. Et donc avec Himour, par exemple, comédien Himour qui avait une voix qu'on a tous retenue d'ailleurs, il avait cette narration qui accompagnait le texte primordial de la pièce. Et donc il a cassé avec les codes du théâtre aristotélicien pour mettre un théâtre qui ressemblait plus aux réalités algériennes. Et après, il y a eu les troupes comme Al-Qal'a, avec Ben Gattaf, avec Sonia. Avec la voix de Ben Gattaf Ziani, aussi. Ben Gattaf, un comédien magistral, avec aussi après des adaptations de beaucoup de textes. Donc il y avait des adaptations dans les années 70 de Brecht, Morozek, Tchekhov, tout cela, vraiment, mais ça restait quelque peu classique. Oui. Et après, dans les années 80, il y a une explosion vraiment avec des troupes, comme je disais, Al-Qal'a, tout ça, Ziani Chelfiriyad qui revenait avec d'autres adaptations. Le théâtre de Mostaganem aussi, qui a été le théâtre de Mostaganem, le théâtre de Miliana, le théâtre de Saïda, ont tous été
dans cette veine d'un théâtre créatif où, dans les années 90, on verra beaucoup de scénographie et d'esthétique avec des canons esthétiques qui sortent de l'ordinaire et qui dépassent le simple texte comme ça énoncé. Et donc, voilà, donc là, on est sur la 18e édition du théâtre professionnel avec des compétitions et notamment un théâtre qui ressemble à celui qu'on a vu avec Hamd Rezzaq, Torshaka, Janez Ayoub, tout ça. Torshaka, ça a fait le buzz. Et la toute dernière pièce dont vous avez parlé, oui, Janez Ayoub, qui est tragicomique et qui est extrêmement inscrite dans le vaudeville avec de la comédie musicale, de la danse, des chorégraphies, un sens de l'esthétique très, très poussé, comme le fut d'ailleurs la pièce GPS j'ai oublié le nom, mais qui a été vraiment d'une esthétique fabuleuse. Et donc Mohamed Cherchel, voilà, donc la pièce Mohamed Cherchel était dans le grotesque vaudevillien, la commedia dell'arte dans sa plus grande splendeur. Là, on revient sur des compétitions comme le théâtre de Djelfa qui a présenté le Roi Lear samedi dernier. Le Roi Lear, le roi des sculpteurs, mais dans une vision de Ouled Naïl. C'est extraordinaire magnifique. Parce qu'il y a un sens de la scénographie qui est formidable, un texte évidemment de Shakespeare, donc ça ne pouvait pas être mauvais, voilà, autrement. Et donc, très bonne interprétation. Il y a eu aussi Ghadbat al-Bay de Karim Bouchiche et de Hamid Allawi pour le texte. Ghadbat al-Bay, c'est un théâtre épique avec beaucoup de textes d'une qualité fabuleuse. Et donc, toutes ces aventures théâtrales modernes qui apportent une esthétique aujourd'hui nouvelle et tout, sont très intéressantes à découvrir. Donc, ils sont rentrés en compétition, ce qui fait que tout le public, le public qui va voir toutes ces pièces jusqu'au 1er janvier, verra des pièces en compétition d'une qualité excellente. Donc, rendez-vous est pris à tout le monde pour cette actualité qui est voilà. Quand on parle de théâtre, je ne peux pas m'empêcher de parler de Ali Hafied, oui, qui avait fait un travail formidable, un résumé donc qui a fait un livre fabuleux sur la photographie. Et qui a été vraiment la mémoire photographique du théâtre parce qu'il a fait des choses. D'ailleurs, tout le livre est en noir et blanc, donc ça donne une atmosphère vraiment très belle qualité. Et voilà, donc comme disait un peu Ziani Sherif Ayad, la mémoire du théâtre écrite doit être faite, doit être réalisée, puisqu'elle est encore insuffisante. Et elle a beaucoup à raconter. Et c'est une histoire qui commence quand même officiellement dès le début du siècle dernier. Et elle mérite d'être écrite d'une manière très exactement. Efficace. Parfait. Voilà, merci beaucoup, Jawdet. Merci à vous. Donc, tu vas suivre la rubrique de Samira. Avec plaisir, on va voyager. Aller à Timgad, toi qui connais bien Timgad, tu nous l'as dit à travers. Repérage pour un film de Hamd Rajdi. Voilà. Et c'était magnifique. C'est quoi le film? C'était Ben Boulhit. Voilà, un très grand film. Très beau film. Eh bien, tout de suite, c'est la rubrique Écume et patrimoine avec Samira Hadjamr. Voilà. De retour sur notre plateau du film de Ben Boulhid. Voilà, et c'est des anecdotes bien sûr du film. De la projection, de la première projection. Alors, donc du théâtre, il y en avait à Timgad et les habitants de Timgad adoraient puisqu'il y avait un forum et ils adoraient assister aussi bien au spectacle donc animé par les gladiateurs parce qu'il y avait des combats de gladiateurs et il y avait aussi des représentations théâtrales et les textes étaient ramenés des villes, des cités d'ailleurs, avoisinantes. Exactement, ou non, d'un autre continent, carrément. Voilà, donc commencer, Trajan, lui, il est d'origine espagnole quand il est arrivé à Timgad en Algérie à l'époque de la Numidie. Il est tombé, on va dire, amoureux, non, il est venu pour une raison militaire, pour d'abord protéger s'accaparer, bien sûr. S'accaparer les biens. C'est un acte de conquête, et de conquête, d'abord pour s'installer en Algérie, il a fallu détruire Carthage. Quand les Romains sont arrivés, Carthage était déjà tombé. Et si aujourd'hui Timgad existe, c'est parce que Rome est tombée.
D'accord. Pourquoi? Parce que les Numides, les habitants des Aurès et d'ailleurs d'Algérie ont toujours résisté à l'envahisseur, qu'il soit romain, vandale ou encore byzantin. Et toutes ces traces, toutes ces civilisations, on les retrouve à l'intérieur de la cité de Timgad. Timgad, c'est quoi? C'est un modèle universel de l'urbanisation avant l'urbanisation, c'est-à-dire avant que ça s'étende en Europe ou dans les pays, les autres pays, il y avait Timgad. C'est un modèle d'urbanisation unique, très intéressant, étudié aujourd'hui encore et suscitant des mystères encore, puisque quand on voit, Djaoudet on en a parlé tout à l'heure, le croisement entre le Decumanus, moi j'ai un problème avec le latin, et le Cardo Maximus qui indique les 4 points cardinaux. Au centre, il y a le forum. Et la ville se construit tout autour. Il y a aussi le début de l'arc de triomphe qui rythme. En fait, il y a 4 portes. C'est pour les points cardinaux. Il y a des indications de direction. Par exemple, l'une des portes indique vers le nord, la porte du nord. Du nord vers le sud et de l'est. Le nord indique la direction vers Cirta. Il y a l'arc de Trajan qui est très important. Il faut se rappeler que c'est une ville qui est sortie de terre. C'est une ville qui a été avalée par le sable et la terre. Donc, à mesure du temps, bien sûr, il y a eu des moments de paix et il y a eu des moments aussi, parce que Rome, c'était la Pax Romana, ils voulaient la paix, l'intégration de tout le monde est romain, tout le monde est beau et gentil. Et ils ont tout fait pour justement intégrer les habitants des Aurès, les Numides. Et donc ils vont construire tout ce qui est... ils vont construire sur le principe, je vais le lire, et j'ai pris la traduction de l'experte en antiquité romaine, Nasera Ben Sedir. Ils avaient, alors en latin, ça donne venare, lavare, ludere, ridere, hoc este venere. C'est quelque chose qui est inscrit sur la pierre. Elle dit que c'est un passant, un flâneur qui l'a inscrite à Timgad. Ça veut dire chasser, se baigner, jouer, rire. Ça, c'est vivre. Ça, c'est beau. C'est tout à fait l'esprit de Rome. Oui, Yazid nous l'avait lu la dernière fois, pareillement. C'est inscrit sur une pierre. C'est très beau. On peut retrouver des jeux dont on ne sait rien, c'est-à-dire des jeux. Ils aimaient jouer et ils aimaient par-dessus tout se baigner. Parce que Timgad contient à peu près 27 établissements publics et privés de thermes. Voilà. Je risque d'aller très loin dans Timgad parce qu'il y a un milliard de choses. L'idée, c'est quoi? C'est que depuis mars 2025, il y a un projet avec l'UNESCO, le ministère de la Culture, l'UNESCO, l'OGOBC, c'est de créer une restitution en 3D de la cité de Timgad. Donc Timgad, au départ, l'installation de Trajan et de la 3e colonne romaine, c'était 12 hectares. Et ensuite, c'est passé à 90 hectares. Juste pour un ordre d'idée, c'est 126 fois un terrain de foot. À ce point. Oui, c'est la Casbah et demi en termes de surface. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et ça s'est construit alors. C'est le croisement de toutes les religions. Les Romains, quand à un moment, ils sont chrétiens, ils sont devenus chrétiens, mais après ça, il y a eu le donatisme, et c'est l'une des rares cités au monde qui conserve, je veux dire, chrétiens, puniques, donatistes. On a toutes ces religions qui se côtoient, la grande démocratie à l'époque. Et tout le monde cohabitait, tout le monde habitait au départ des maisons qui étaient, je crois, d'une superficie de 20 mètres sur 20 mètres. Donc, gars-kiff-kiff, bon, après, les gens ont voulu, les plus riches, plus de surface, 400 mètres. Donc, on a une cité magnifique où il y avait un marché. Le marché est à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y avait quand même un échange avec les autochtones, les gens qui étaient là avant. Et toute la ville était organisée comme ça. Des moments une bibliothèque. Et tu me disais qu'il y avait un système de partage d'eau très intelligent aussi. Oui, j'ai regardé le travail qui a été fait par Nasera Ben C'était même des précurseurs en la matière. Absolument. C'est que toute la ville, en dessous des dalles, on a des caves, des couloirs d'eau. Des couloirs d'eau où il y avait un système que j'ai repris le travail de Nasser Ben Sir, ça s'appelle le tout à l'égout. Ça veut dire qu'il y avait un recyclage, un espèce de cycle pour le transport des eaux, l'acheminement des eaux usées, mais aussi de l'eau. Parce que l'eau était importante. On ne pouvait pas avoir de thermes, je veux dire, de hammam à la maison, dans les maisons. Donc,
les Romains ou les habitants de Timgad. Parce que c'était une grande ingénierie. Il y avait le caldarium qui était la chambre chaude, le frigidarium. Et le frigidarium. Donc c'est deux choses, deux ingénieries séparées. Il fallait vraiment une grande ingénierie pour avec de la vapeur, avec ça, tout ça. Alors tout ça intrigue. Peut-être que tout n'a pas été découvert, puisque à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes scanners, ils n'avaient pas le lidar, ils n'avaient pas toute la technologie qui existe aujourd'hui. On a besoin, parce que Timgad, c'est un musée à ciel ouvert, c'est une cité ouverte sur l'usure, les changements climatiques. C'est classé, heureusement. Voilà, sur tout ce qui peut arriver, qui pourrait nuire. Donc, ce projet, c'est quoi? C'est de pouvoir au millimètre près, filmer, documenter, prendre en photo, mais aussi nous avons un patrimoine qui a été emporté à l'étranger, pas spécialement en France pendant la colonisation, puisque avant, je crois au XVIIIe siècle, début, on a un Écossais, c'est lui qui a vu, on a découvert Timgad par le sommet de l'arc de Trajan. C'est comme ça, ils ont déterré. Il semblerait que l'Écossais ait remis tout ce qu'il ait trouvé à l'intérieur et que plus tard, le consul, donc avant la colonisation, avant 1830, le consul d'Angleterre est allé voir ce qui se passait, le consul d'Angleterre à Alger. Sur place. Et pour voir ce qu'il y avait. Donc, il y a des notes on va dire d'aventure, d'exploration qui ont été écrites, ce qui fait que les militaires français, quand ils sont arrivés, sont allés simplement suivre les traces de ces notes et ensuite sont arrivés les archéologues français. Les archéologues français ont déterré, c'est la vérité, ont déterré certains trésors en fait. Toute la ville et ont eu à faire des restaurations et ils ont documenté notamment Albert Balu. Donc à partir de cette documentation, on a Anissa Yelles qui est une chercheur qui est installée en France et qui fait un travail aussi de connexion d'archives, c'est-à-dire on a ces archives qui datent du 19e et on a aujourd'hui une documentation avec des technologies qui permettent plus de dater. Peut-être qu'il y a eu des erreurs de mesure, peut-être qu'il y a des choses, avec des scanners on peut retrouver des choses. Donc c'est tout le travail qui a fait. Je rappelle juste que le ministère avait mis en place une application qui s'appelle Atlas Go. C'est une application qu'on installe pour. Tu l'as pas installée quand tu es allé à Timgad? Non, quand tu étais à Timgad. Non, j'étais in vivo en 2006, donc. Ah non, peut-être qu'elle n'existait pas à l'époque. Elle n'existait pas à l'époque. Non, elle n'existait pas à l'époque. C'est une application quand tu es à Timgad, ça te permet d'avoir une visite virtuelle. Guidée multilingue, donc français, anglais, arabe, je crois d'autres langues aussi. Et on ne peut pas visiter Timgad tout seul, à moins d'être un expert en archéologie. Il y a des guides extraordinaires parce qui sont sur place, c'est une cité. Voilà. C'est une ville énorme, on pourrait même se perdre dans... Voilà, donc il y a des guides nationaux, je veux dire, à attester, à qui on peut faire appel. Il y a le musée, bien sûr, le musée qui renferme beaucoup de pièces qui ont été découvertes sur place. Donc, peut-être rappeler comment s'appelle le projet. Donc, c'est un projet... immersion dans le patrimoine culturel de l'UNESCO. Très bien. Le site est classé depuis des années, il n'y a rien à dire. Il devrait générer des millions de visiteurs par an en Algérie. Toujours dans le respect, bien sûr. Donc, il faudra faire attention parce que c'est un patrimoine aussi qui pourrait être donc qui pourrait partir avec le temps aussi. Donc il faut absolument le préserver et laisser donc les endroits tels quels. Donc l'État consent énormément d'efforts et l'un des efforts prochainement, Inch'Allah, il y aura une scénographie lumineuse de lumière. Voilà. Ça serait formidable. On pourrait même le visiter. La nuit, ça serait. Pourquoi pas. Ne pas organiser de festival, c'est très bien. Deux choses là-bas, c'est très bien. Tout à fait. Ou du moins quelque chose qui. De toute façon, il y a des garde-fous et tant mieux pour préserver ce patrimoine matériel et immatériel. Smaïl Belkhadia lui avait consacré toute une émission, bien sûr, à Timgad pour cela. En tout cas, merci Samira. Merci Amel, merci beaucoup. On se donne rendez-vous. Oui, la fin du travail de l'année prochaine. La 3D, Inch'Allah. L'année prochaine. Inch'Allah. Vos vœux, allez-y. Merci, bonne année à tous et
Et voilà, beaucoup de perspectives, Inch'Allah. Voilà. Ouais, Inch'Allah. On se retrouvera l'année prochaine, voilà, lundi avec prochain. Plaisir, Inch'Allah. Voilà, merci. À ma mère, Sahaoulahna, bien sûr, à l'équipe, à toute l'équipe de la régie, bien sûr, qui nous accompagne à chaque fois, qui nous aide, à tous les collègues. Voilà. Et à tous les Algériens. Voilà. Merci beaucoup, Samira. Et puis à vendredi, donc l'année prochaine, Inch'Allah. Bravo, merci à vous. Et puis on vous laisse tout de suite apprécier les dédales d'Alger à travers, bien sûr, ces images. On se retrouve juste après. Sur le plateau, eh bien tout de suite, je vous l'avais dit en sommaire, nous allons parler de toute forme d'addictologie, comment on dit, d'addiction. Voilà, d'addiction. Voilà, et avec nous notre invité qui est aussi donc addictologue, c'est une spécialité à part entière. Amel Bédiar, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci à vous. Je suis médecin principal, médecin généraliste avec un CES en addictologie. Le CES, c'est quoi? C'est certificat d'études supérieures. Oui. On était formés en 2023. C'est toute une session de médecins généralistes par le ministère de la Santé. Et maintenant, je suis médecin responsable au niveau du CISA. CISA, c'est quoi? C'est le centre intermédiaire, un centre de soins intermédiaires au niveau de Burj El Kifan. On fait partie de l'EPSP de Dergana. Voilà, le PSP de Dergana. Bien sûr, c'est un bon centre parce que justement, aujourd'hui, ces derniers temps, il est bon de se spécialiser justement parce qu'on voit l'apparition de nombreuses pathologies liées à l'addiction. Oui. Toutes formes d'addiction. Les plus connues, ce sont l'addiction à la cigarette, aux drogues, malheureusement. Et aujourd'hui, on peut aussi trouver d'autres formes d'addiction, c'est-à-dire les différentes pathologies, par exemple des TOC aussi, qui font partie de cette pathologie donc d'addiction. En fait, l'addiction, elle est divisée en deux parties. Oui. C'est quoi? C'est le cerveau, hein, c'est des maladies du cerveau. Oui, c'est une maladie chronique du cerveau. Mais il y a l'addiction à la substance et l'addiction au comportement. C'est ça. Le comportement, c'est-à-dire les jeux, il y a le sexe, il y a plusieurs addictions comportementales. C'est ça. Et il y a une addiction que nous corrigeons, que nous assistons au niveau de Burj El Kifan, c'est l'addiction aux substances. C'est ça. On a le tabac, on a les différentes drogues, comme le cannabis, la prégabaline, la cocaïne, plusieurs substances de drogue. Voilà. Ce fléau est de plus en plus, il se répartit au niveau de la société et on est inondé par ces drogues. C'est ça, et les parents sont désemparés, la société aussi. Il faut donc essayer de trouver des chemins qui nous mènent à la guérison et surtout se débarrasser de cette addiction, carrément. Se guérir plutôt si elle existe, l'addiction, si c'est facile et on peut le faire. Mais ce que je tiens à dire, qu'il faut
au niveau de notre centre, on insiste beaucoup sur l'être humain, c'est-à-dire on est en train de guérir, on est en train de donner des soins en multidisciplinaire, en système multidisciplinaire qui se forment de médecins, psychologues et psychiatres. Très bien. Alors, on va justement faire un gros plan sur votre centre, puisque notre journaliste Faria El-Hamdi est venu vous voir carrément comment est-ce que vous travaillez. On y va à travers donc ce reportage signé Faria El-Hamdi. Ce matin, le centre intermédiaire de soins en addictologie de Borj El Kifen ouvre ses portes un peu plus tôt que d'habitude. Médecins, psychologues, parents, jeunes venus assister à une journée de sensibilisation consacrée à la lutte contre les dépendances. Aujourd'hui, on est dans le thème de la sensibilisation concernant les infections sexuellement transmissibles et en relation avec la drogue, la prise de drogue et de façon générale la toxicomanie. Comme on a choisi aujourd'hui c'est le sida, faut pas oublier qu'il y a la journée mondiale concernant la sensibilisation contre le sida. Actuellement, on est au niveau du centre intermédiaire des soins en addictologie qui dépend de l'EPSP, l'établissement public de santé de proximité de Borj Kifen Dergana. Aujourd'hui, on a invité notre personnel de santé, qu'il soit médical ou paramédical, concernant la sensibilisation et la prévention contre le sida en rapport avec la prise de drogue injectable. Notre rôle principal, c'est de mettre la stratégie de la prévention, à savoir les trois niveaux de prévention, la prévention primaire, la prévention secondaire et tertiaire. Primaire, à savoir l'avènement de l'addiction, prévenir l'avènement de l'addiction. Secondaire, c'est de détecter dès le départ les premiers signes de la personne qui est en addiction, et la personne qui commence à avoir des comportements en faveur d'une addiction vers une drogue ou une substance, voire même vers les écrans. Et troisième niveau, c'est l'accompagnement du malade au niveau de notre centre. Cet accompagnement se fait sur le plan avec du suivi et avec un projet thérapeutique qui, dans le futur... L'objectif de cette initiative est clair. Expliquer, prévenir et montrer qu'une guérison est possible à condition d'être soutenue et accompagnée. Des chiffres, des témoignages et des explications simples permettent au public de comprendre l'ampleur du phénomène. On est un groupe de médecins, de psychologues, de psychiatres. C'est une prise en charge multidisciplinaire au niveau de notre service qui prend le malade dans un but de soins, et de prévention. Et on fait une sensibilisation pour la société. Je suis la première qui est chargée, qui est la première personne qui a la relation avec le malade. La première personne, le malade, il sera dirigé vers l'assistance sociale. Et l'assistance sociale, c'est elle qui va le diriger vers la psychologue. Et en plus, la psychologue, elle va décider est-ce que c'est un cas psychiatrique ou c'est un cas, est-ce que c'est un cas addict avancé qui doit être dirigé vers l'addictologue ou le psychiatre. C'est dans cette salle que nous rencontrons Mohamed, un homme de 39 ans au regard franc. Ici, il a passé des mois à lutter contre la dépendance qu'il avait enfermée plus de 10 ans. Aujourd'hui, il accepte de partager son histoire pour rappeler que la guérison, bien que longue et semée d'obstacles, reste possible. كنت مدمن على لي دروغ دير مخدرات صلبة اللي هي كوكايين والهيروين. رحت داويت برا ما قدرت لهذاك الدواء، جابوني دارنا لهذا المركز والحمد لله كي دخلت لهذا المركز لقيت طبيبة هذه ولات تعاملني كأخ. بديت هذا من لونطوراج تاعي
مخالطه ديالي اللي كانوا صحابي كاع كانوا يستعملوا وانا ما كنتش كاع في راسي نستعمل. لحقت وين تبعتهم سيت خطره لصقت فيها. كنت نلقى كاع روحي دارنا كاع يخافوا مني، لونتوراج جيراني كاع يخافوا مني. خلاص لحقت وين راحت لا كونفيونس، راح كلش، ولات الناس كاع تخاف مني تهابني. لقيت خلاص روحي حبيت لحقت وين خلاص نرمي روحي مكاشكو. Mohamed a découvert les drogues à l'adolescence, mais au fil des années, la consommation est devenue quotidienne, puis indispensable. يا ناس اقسم بالله شدوا في طريق ربي وارواحوا، ما تداويش روحك وحدك. انا سييت نداوي روحي وحدي، كنت من الهيروين حبيت نداوي روحي وحدي، استعملت سيبيتاكس قال لك هي اللي تداوي. هذا خطا اللي درت، وزدت لصقت في السيبيتاكس من ادمان لادمان. اروح للطبيب احكي لها، طبيبه هي اللي تعرف واش تعطي لك، هي اللي تعطي لك الطريق. Ce type d'événement permet non seulement de mieux comprendre la réalité du phénomène, mais aussi de montrer que des centres comme celui-ci sont des lieux de soins, d'écoute et d'espoir. C'est trouver un médicament de substitution. Voilà, de retour sur le plateau, on a pu voir ce reportage où on vous voit travailler, on voit que le centre est bien animé par des spécialistes, des addictologues, tout comme vous, des médecins spécialisés, et aussi des psychiatres aussi qui font partie de cette équipe. Il y a vous me disiez le jeune que vous vouliez saluer, celui qui vous a fait les dessins au niveau de ce centre. Oui, c'est un bénévole. Oui, je veux bien saluer Sidali qui a fait ses dessins au niveau du centre à titre de bénévolat. Merci Sidali et j'espère que vous allez bien et bonne année. Voilà, c'est très bien. Alors tout ce centre travaille pour justement détoxifier surtout les personnes qui sont addictes. Alors vous me disiez que ce sont des enfants en général, des jeunes de 13 ans, ça peut aller de 12-13 ans jusqu'à plus âgés. Ce sont des enfants vulnérables. C'était tout un travail, vous me disiez, qu'il faudrait faire au niveau des établissements scolaires pour essayer de plus sensibiliser. Oui, généralement, l'addiction commence très tôt. On a remarqué, c'est-à-dire en faisant l'interrogatoire avec ces malades, ils commencent à fumer dès l'âge de 13 ans. Moi, je me suis dit, il faut plus sensibiliser à ce niveau, au niveau des écoles. Il faut qu'on soit très éveillés. Les psychologues, détecter les jeunes qui prennent les cigarettes ou des jeunes qui ont un trouble du comportement. C'est ces gens-là qui vont présenter une vulnérabilité de comportement, c'est-à-dire de comportement, ils vont y aller vers l'addiction. C'est-à-dire nous voulons un travail complémentaire qui débute très tôt pour prévenir l'addiction et qui va jusqu'à plus vers une maladie psychiatrique. Psychiatrique parce que finalement toutes ces drogues détruisent complètement le système nerveux, bien sûr le cerveau carrément. Et ce sont des drogues, vous me disiez, synthétisées. Oui, comme Sarour au niveau de la société, au niveau de ces addicts. Le Sarour, c'est pas de la prégabaline. Avant, ils prenaient de la prégabaline. Maintenant, on a une tâche très complète envers cette substance qui est Sarour. On n'arrive pas à comprendre de quoi elle est composée. À chaque fois, ils changent c'est-à-dire les composants. Donc, c'est une addiction très difficile à sevrer. Donc, voilà, vous me donnez l'occasion de parler de sevrage. Quand vous recevez justement ce genre de patients, vous les mettez peut-être au niveau des chambres et tout un processus commence. Donc, il faut une volonté personnelle de s'en sortir. Il faut que le patient veuille s'en sortir. Donc, c'est un travail personnel à faire de soi. Et bien sûr, ensuite, il y a le sevrage qui commence. Oui, médicamenteux. Oui, nous les addictologues, on fait un travail c'est-à-dire de soins, mais le psychologue, il est avec nous, il travaille l'entretien motivationnel avec nous et s'il y a une pathologie psychiatrique, on doit la traiter avant de sevrer n'importe quelle substance. D'accord. Très bien. Alors, on parlait de toutes ces addictions aux drogues, aux substances, etc. Mais il y a d'autres addictions dans la société. Alors, on parlait tout à l'heure de l'addiction aux écrans. Aujourd'hui, tout le monde est pratiquement addict à son téléphone, addict aux réseaux sociaux. Il y a donc l'addiction aussi aux jeux vidéo chez les jeunes. Comment est-ce que vous arrivez à traiter tout cela ?
C'est-à-dire on n'a pas vraiment des jeunes qui viennent pour ça parce que vraiment le centre, on peut dire que c'est un nouveau-né. C'est-à-dire on fait une sensibilisation pour notre centre, pour dire qu'il existe des addictions au comportement. Venez vers notre centre, on doit traiter tout, les substances, les comportements, mais on remarque que le centre n'est pas vraiment connu. C'est pour ça qu'on fait ces sensibilisations. D'accord. Mais si on devait parler de ces différentes addictions, vous traitez comment ce genre de pathologie? C'est-à-dire par l'entretien motivationnel, par la psychothérapie, par des alternances de travail sur soi, par des activités d'estime de soi, c'est-à-dire un travail complémentaire entre le psychologue et l'addictologue. Renforcer la personnalité de chaque individu, chaque patient. Oui. Vous me disiez tout à l'heure au niveau donc, des établissements scolaires, il faudrait que ces jeunes qui sont en pleine crise d'adolescence puissent retrouver une certaine forme donc, de motivation, un caractère assez fort aussi, pour éviter d'aller vers ce chemin d'addiction. Oui, moi je sollicite mes confrères psychologues aussi, pourquoi pas les médecins aussi, à travailler avec ces enfants, c'est-à-dire de détecter, pourquoi pas, les troubles du comportement, ce qui aboutit à une addiction, je redis, c'est parce que c'est une vulnérabilité pour eux. C'est-à-dire au niveau de n'importe quel obstacle de la vie, ils vont y aller vers la cigarette. J'ai fait des entretiens avec des jeunes, ils me disent j'ai des problèmes familiaux, mais ils ne me disent pas il y a des psychologues qui m'orientent au niveau des écoles. J'aimerais bien que ces psychologues, pourquoi pas les médecins, les aident c'est-à-dire à soutenir leurs problèmes, à renforcer l'estime de soi pour que, et le rôle aussi, vous pouvez me dire c'est le rôle des parents, mais aussi c'est le rôle des parents aussi, c'est-à-dire aider nos enfants, les assister, les accompagner et ne les abandonner jamais, même s'ils ont un problème psychiatrique ou un problème d'addiction, soutenez-les pour qu'ils ressortissent de ce il faut les accompagner, il faut aussi parler et trouver comme par exemple des centres et carrément travailler sur soi, bien entendu. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, vous et toutes vos équipes au sein donc, de ce centre. J'espère que, en tout cas, ce centre, on en verra d'autres. Et surtout, comme vous dites, c'est une affaire de tous. Hein. La société doit aussi se défendre contre tous ces fléaux sociaux. Un rôle des médias, le rôle donc, des psychologues au niveau scolaire. Je voulais ajouter quelque chose, madame. C'est un message pour les femmes. On n'a pas beaucoup de femmes. C'est-à-dire ne se sentir pas honte d'avoir une addiction. Venez traiter parce que la femme, elle est la base de la société. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte parce que c'est une maladie comme les autres. On traite ça et vous allez s'en sortir sûrement. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle Amel Bedia, vous êtes donc médecin addictologue au niveau donc, de ce centre d'addictologie de Bourj Kifane. À très bientôt et bon courage pour ce que vous faites. Merci. Voilà. Merci. Je vous invite tout de suite à suivre cette pièce théâtrale signée Linda Teboul. Elle s'est intéressée bien sûr au Festival du théâtre avec cette pièce intitulée El Kaf El Harien. On se retrouve juste après. La 18e édition du Festival national du théâtre professionnel a fait vibrer Alger. Une affluence remarquable, une atmosphère électrique et un public passionné ont une nouvelle fois confirmé le festival comme le rendez-vous incontournable du théâtre algérien, réunissant comédiens, metteurs en scène et acteurs majeurs du 4e art. Sous une ovation longue et chaleureuse, le rideau tombe. Les sièges du théâtre étaient pleins, le public debout, applaudissant avec force et émotion. Une ovation magnifique, sincère, salue une œuvre qui n'a laissé personne indifférent. El Kaf El Harien venait de marquer les esprits. Dès les premières minutes, l'œuvre a captivé l'assistance par sa singularité. Produit par le théâtre régional de Indfla, El Kaf El Harien est un texte de Bilal Adnan, mis en scène par Issa Djaqati, qui explore avec subtilité et tension dramatique des thématiques humaines fortes, entre confrontation et vérité nue.
La scénographie épurée, le jeu précis des comédiens et le rythme soutenu ont progressivement capté l'attention d'un public de plus en plus absorbé, jusqu'à ce silence dense qui précède toujours les grands moments avant l'explosion finale des applaudissements. On a travaillé dans de très très bonnes conditions au théâtre le Khamis avec un metteur en scène qui est lui-même enseignant à l'ISMAS, donc c'est un metteur en scène de renom, donc c'était bien. C'était bien, le contact était très très facile maintenant avec les comédiens, les techniciens et tout. Donc, et on était ravis de produire le produit jadid. Et puis ce n'est que notre troisième représentation. On a donné 2 représentations à Al-Khamis. C'est la troisième. Donc j'espère que le public a été content. On s'est fait plaisir, on s'est donné le meilleur de nous-mêmes et voilà. كنت في دور طيب ولا سي طيب كمجاهد ابان ثوره تحريريه دونك لو رول بيان مع الاستاذ عيسى زقاطي اخراج عيسى زقاطي المسرحيه هذه تحكي على كاف العريان اللي هو رمزي شيء رمزي طبعا في الثوره حتى باش نعطوا كنظره اخراجيه من طرف المخرج اعطى رمزيه اكثر للشهيد اللي ما شفناهش حقيقه واقف على خشبه المسرح وانما شفناه كما نقولوا حنايا حاجه يعني شخصيه وهميه ما كانش غير مجسده على ارض الواقع وانما مبني عليها لو سبيكتاكل اون جينيرال. Un public venu nombreux, conscient qu'il assistait peut-être à l'un des moments forts de cette édition du festival. مسرحية الكاف العريان اللي داخلة في المنافسة في المهرجان الوطني للمسرح المحترف كانت مسرحية شابة سواء من حيث الأداء سواء من حيث الإخراج وكان يعطيهم صحة على الكل طاقم اللي يخدم هذه المسرحية وخاصة الممثلين. حضرنا مسرحية اليوم كانت مسرحية ثورية تحكي على الثورة الجزائرية ستان سبيكتاكل يعني تاع مسرح جهوي محترف يعطيهم الصحة داروا اللي عليهم ممثلين أداء جميل في القوة كل شيء كان في مكانه يعطيهم الصحة هذا مكان إن شاء الله ينالوا تعبهم. El-Kaf l'Ariane s'est imposé comme l'une des révélations de cette 18e édition, confirmant une fois de plus que le théâtre algérien continue de se réinventer avec audace et sincérité. De retour sur le plateau, eh bien, nous allons parler d'un festival et un autre. Cette fois-ci, le festival de lire en fait. Une belle longueur d'avance en tout cas pour ce festival. C'est sa 13e édition cette année. Avec nous pour en parler, Monsieur Khaled Ouldahli, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Et bonjour aux téléspectateurs. Eh bien, bienvenue parmi nous. Vous êtes le chef de service animation et programmation de la bibliothèque principale de Tizi Ouzou. Oui. Vous êtes l'un des organisateurs de ce festival. Oui. Un festival qui a vu de beaux jours aussi à travers ces différentes... Qui est à sa 13e année. Oui, oui, tout à fait. Et chaque année, il y a des innovations, il y a des nouveautés. Voilà. Il est très suivi, hein, ce festival. Avec nous, on a une jeune écrivaine qui va nous parler de son univers aussi littéraire, et Lina Hawen. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et je vous remercie pour l'invitation. Merci, marhaba bik. Vous allez participer à ce festival, oui. Oui, j'ai participé. Vous avez toujours participé souvent? Pas souvent, vu en fait les études et le programme chargé, etc. Mais dès que j'ai l'occasion, j'en profite et c'est des expériences inoubliables. C'est sûr, vous aimez l'écriture, vous aimez la lecture? Oui, c'est une passion. C'est super, donc vous êtes la personne idoine pour justement nous parler de ce festival, puisque vous venez d'obtenir votre bac, vous me disiez. Oui, et je suis en première année paramédicale, laboratoire de santé publique. Très bien, bonne chance et bon courage pour vos études. On va parler de ce festival, alors c'est vrai que chaque année c'est toute une organisation. C'est toute une organisation qui s'étale sur le territoire de la wilaya. C'est ça. Donc on essaie de toucher le maximum de villages les plus éloignés, pas uniquement au chef-lieu, pas uniquement dans le chef-lieu de commune ou de daïra, mais on essaie de toucher le maximum et d'être au service. Ça a déjà commencé, c'est du 27 au 31, c'est bientôt là. Nous avons commencé le 27. Nous avons commencé le 27 et nous avons pensé faire le lancement en plein public
à la place de l'ancienne mairie de Tizi Ouzou, qui a donné un grand monde. Il y avait un enthousiasme grandiose et un intérêt. Alors très souvent, vous êtes victime de votre succès. Il y a beaucoup de monde, il y a un flux. Exactement. Il y a un flux énorme qui vient participer, visiter, c'est convivial. Mais surtout que c'est un cheminement de. Ces grands événements sont un cheminement d'autres activités. Ça draine aussi un touriste curieux aussi. Toute l'année, nous travaillons et ça fait un cheminement. Ces événements sont un cheminement d'autres activités durant toute l'année. C'est ça. Et puis ça draine du monde. C'est aussi une façon d'attirer le touriste carrément dans la région en Kabylie. Alors avec bien entendu vous logez chez l'habitant carrément quelquefois les visiteurs. Oui, il y a des visiteurs qui sont logés chez des personnes. Donc, c'est vous dire qu'il y a une prédisposition des gens, qu'il y a une attente des gens à ces événements culturels. Alors, comment va s'articuler le programme? Parce que chaque année, il y a un très beau programme qui se fait. Non, essentiellement, il est axé sur la lecture du jeune. Et nous avons parmi nous la jeune lectrice. La jeune lectrice. Auteur. Auteur. Et il y a d'autres. Donc, qui viennent, ils embellissent, ils embellissent nos événements et bien d'autres. Donc, comme on dit que, à un certain moment, avant on disait que c'est les vieux qui lisent pour les jeunes. Maintenant, c'est les jeunes qui lisent pour les vieux. Donc, vous voyez comment les rôles se sont inversés. Alors, on va donner la parole à Lina qui, elle, va participer à ce festival. Alors, vous participez en tant qu'auteur cette fois-ci? Oui. Oui. J'ai déjà eu l'occasion d'y participer le samedi et c'était une expérience inoubliable puisque j'ai pu avoir une interaction avec des lecteurs. Et aussi, j'ai pu faire découvrir mes ouvrages, puisque ce n'est pas évident dans une société où les jeunes ne lisent plus, où la lecture est devenue une phobie. Mais grâce à ce festival qui a pu attirer pas mal de monde, on a pu communiquer, on a pu en fait interagir avec les gens et les lecteurs et les amoureux de la lecture. Et ça nous a permis en fait de non seulement nous créer une petite communauté, mais aussi en fait de faire découvrir nos livres et de partager notre passion. Voilà, alors le premier ouvrage que je tiens entre les mains, c'est L'héritier du trône. L'héritier du trône. Alors racontez-nous un petit peu cette histoire. Alors, pour faire un résumé bref, L'héritier du trône est une histoire fictive inspirée de la mythologie grecque. Je suis une amoureuse de la mythologie grecque depuis mon jeune âge. C'est pas facile. Oui, mais c'est extraordinaire quand on s'y met. C'est passionnant. Oui, évidemment. Alors, c'est l'histoire d'Hélios, un jeune garçon abandonné à la naissance. Il fut adopté par un couple de paysans pauvres. Sa vie change au moment où son père décède, enfin son père adoptif décède soudainement. Il se retrouve alors à parcourir en fait la Grèce en quête de travail pour en fait subvenir aux besoins de sa mère adoptive. Il se retrouve alors au château du roi Darius, qui est aussi un dieu qui normalement reflète la perfection, mais très avide de pouvoir, au point de commettre des péchés immoraux et, comment dire, jusqu'à s'en prendre à son propre sang. Oula. Oui. Et donc, vous avez romancé tout cela, vous avez essayé donc de donner quelques leçons, j'imagine, à travers cette histoire. Oui, en fait, cette histoire a une morale cachée. De l'auteur, en fait. Oui, c'est une, en fait, comment dire, c'est un problème qu'on a dans notre société, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Quand je dis les dieux, je fais référence aux gens qui ont tout, je dirais pas parfait, mais qui ne sont pas à plaindre, mais malgré ça, sont cupides, c'est des personnes assoiffées de pouvoir qui en veulent toujours plus, qui veulent atteindre d'autres sommets. Au point de commettre l'irréparable. Et je parle évidemment du problème d'héritage. On est prêt à s'entretuer entre frères et sœurs juste pour un bien matériel qui n'est même pas durable, qui n'est même pas immortel. Un jour, on va tous finir par mourir. On ne va rien emporter avec nous. Oui, et c'est dommage de sacrifier les liens de sang pour un bien matériel que je trouve dérisoire à côté de la famille
et de l'humanité en fait. Tout à fait, c'est en tout cas bien dit. C'est la moralité bien sûr de cette histoire que vous racontez. Vous avez eu beaucoup donc de lecteurs qui sont venus vous voir en disant j'ai bien apprécié votre ouvrage. Oui, ça fait plaisir. J'ai eu en fait, bon surtout mon entourage. Bien sûr. Ils Entourage étaient proche d'abord. Oui, ils ont lu mon livre. J'ai eu en fait un peu de critique. Bon, ça me fait plaisir en fait d'avoir un peu de critique. Ça me permet d'avancer dans mon parcours, dans ma carrière en fait d'écrivaine. Vous êtes bien jeune pour être déjà auteur, c'est bien. Oui, et aussi j'ai eu en fait, on m'a donné des points positifs et ça m'a encouragée à continuer à écrire et à persévérer. Très très bien. Une œuvre artistique, elle doit toujours susciter des critiques. C'est clair, bien sûr. Je préfère la critique. Positive ou négative, de toute façon, la critique doit être présente. Et je préfère la critique car ça permet à l'auteur d'avancer et de persévérer en corrigeant ses erreurs. Ouais, bien sûr, et une critique objective. Le deuxième, celui-ci est beaucoup plus petit? Beaucoup plus petit, mais beaucoup plus intense, on va dire. D'accord. Alors, c'est le mystère du peintre mortel. Rien qu'au titre, on se pose plusieurs questions. Alors, pour faire bref, c'est une enquête qui se passe à l'époque victorienne. On est en Angleterre, exactement à Rockford. Alors, il y a un comte qui se nomme Rainer Astahel. C'était l'homme le plus riche de Rockford. Il n'était pas à plaindre. Il était jeune, riche. Séduisant, on va dire, donc il avait tout pour lui, mais il avait un problème. Il y avait une rumeur qui circulait autour de lui. C'était un peintre talentueux, mais à chaque fois qu'il peignait une personne, la personne se retrouvait le lendemain décédée dans des circonstances mystérieuses. Étranges. Quand on va dire, c'est arrivé plus de 5 fois, alors à un moment donné, on s'est dit qu'il y avait un lien avec les peintures. À un moment donné, Rosalia, qui est une jeune roturière, donc ce n'était pas une noble, les roturiers vivaient à part de la noblesse. Elle a été en fait, engagée par Marc Bissac, enfin forcée par Marc Bissac à mener une enquête pour élucider le mystère derrière ces peintures et les meurtres. Voilà, les meurtres. On ne va pas raconter la fin de l'histoire. Oui, voilà, parce qu'on est quand même dans une enquête. Ça va pour les lecteurs. Oui. Alors, tout cela, vous le racontez si bien lors de Lire en Fête? Oui. Ça se passe comment avec justement vos lecteurs? Ils sont avides, ils veulent connaître la fin de l'histoire. Vous leur racontez la fin de l'histoire? Disons que je suis pas très bonne pour résumer, mais je fais de mon mieux, surtout en faisant des gestes. Oui, vous résumez, vous donnez envie d'écouter. En tout cas, vous racontez tellement bien, ça donne envie donc de prendre le livre et de le lire et de raconter. Alors, comment est-ce que vous est venue cette passion de l'écriture? Alors on dit que l'amour a ses raisons que les raisons ignorent. Exact, je ne saurais même pas dire pourquoi j'ai choisi la lecture au lieu d'un autre domaine. Je dirais plutôt que c'était une attirance. J'ai eu une attirance pour les livres. J'ai commencé d'abord par la poésie. J'écrivais de petites comptines pour enfants. Puis je me suis mise à écrire des poésies plus profondes parce que plus on grandit, plus on comprend ce qui se passe dans la vie et plus on s'approfondit. Plus les sujets sont profonds. Ouais. Voilà. Après, j'ai commencé à lire. J'avais une phobie au début. C'est pour ça que je comprends la génération d'aujourd'hui. D'accord. Vous leur expliquez votre démarche, vous leur expliquez que finalement, toute la vie se trouve dans les livres. Oui, car moi-même, à un moment donné, j'ai eu la phobie des livres. Vraiment, dès que je prenais un livre, j'avais un complexe. Je me disais, je ne peux pas lire. Je n'ai pas le niveau adéquat pour ça. Surtout avec les préjugés de la société qui disent que un enfant ne peut pas lire, un adolescent n'a pas les capacités mentales pour assimiler. Ouais. Mais quand j'ai lu mon premier livre, je me suis dit, c'est fantastique, j'ai compris, j'ai réussi à en venir à bout, alors pourquoi ne pas en lire d'autres? Et puis, il y a eu une succession de lectures et je me suis retrouvée à écrire ma propre histoire. C'était dur au début, surtout par rapport à l'introduction, mais dès qu'on s'y plonge, c'est bon. Ouais. Magnifique, en tout cas, belle histoire que vous nous contez ici ce matin dans Bonjour d'Algérie. Et pour initier d'autres personnes à venir participer au festival Lire en Fête, ce sont des exemples comme ça que vous mettez. Ils sont nombreux
À écrire. À écrire, à Tizi Ouzou, dans toutes les langues, en français, en berbère et en langue arabe. Tout à fait. Et puis, bien entendu, chacun a sa façon de raconter son histoire. On est en train de voir donc des images, des photographies donc de ces jeunes qui participent aussi à Lire en Fête. Alors, beaucoup d'invités aussi. Beaucoup d'invités. Nous avons des partenaires, donc des auteurs aussi. Des auteurs, des libraires, des maisons d'édition, des écrivains, donc, qui viennent participer à l'organisation de cet événement. Parce que c'est pas, au fait, c'est pas uniquement notre événement, c'est un événement auquel participent tous les gens qui peuvent apporter un plus, ils sont les bienvenus. C'est ça. Encore une fois, comme nous l'a dit Lina, c'est donner envie à d'autres de plonger dans les livres, d'aller retrouver une histoire fantastique et Lina, trouver. Chaque enfant, chaque jeune sommeille à une vocation. C'est vrai. Donc c'est le cas de Lina. Donc au début, elle avait la phobie du livre, mais quand elle s'est mise à écrire, donc ça. Et c'est le ça a cas de suscité une vocation pour l'écriture. On peut dire que c'est une expérience commune à tous les écrivains, à tous les gens qui se mettent à écrire. Et elle aimait bien sûr tout ce qui est mythologie, etc., les histoires fantastiques, hein, en fait. Ça vous nourrit. Oui, c'était surtout en partie grâce aux animes. Je regardais des animes qui étaient inspirés de la mythologie. Puis à 8 ans, on se retrouve à faire des recherches, à chercher le nom de notre personnage préféré. Et là, on se retrouve en fait dans le contexte. Et puis, on s'y plonge. Et moi, j'adore la mythologie. C'était ma principale source pour écrire des livres. Et au début, je me sentais seule par rapport aux livres. Je me disais, vous voyez, dans une société où en fait, le téléphone portable est devenu plus présent dans notre routine, on utilise notre téléphone plus de fois qu'on respire. C'est vrai. Après, les gens se mettent à nous regarder bizarrement, comme si on venait d'une autre planète, on était des extraterrestres. Mais dans ce genre d'événements comme le festival Lire en Fête, là, en fait, on se rend compte qu'il y a des gens comme nous, il y a d'autres écrivains, il y a des lecteurs. Et là, on se sent moins seul et on se met en fait à interagir. On se met en fait, c'est comme si on rebooste la personne. On la pousse à persévérer, car en fait, elle n'est pas seule. Il y a toute une communauté, juste elle est répartie et on n'a pas d'occasion de se rencontrer. Donc vous êtes heureuse en ce moment? Oui, très heureuse. Puisque vous avez rencontré beaucoup de personnes qui sont venues vers vous, d'autres personnes comme vous qui écrivent, donc qui partagent aussi une passion commune, celle donc de la lecture et de l'écriture. Vous avez d'autres projets, mis à part ces 2 ouvrages déjà? Oui, je prévois un autre livre. Toujours autour donc de cette mythologie ou bien cette fois-ci, on va se pencher plus sur les enquêtes et tout. J'ai trouvé encore refuge dans notre source d'inspiration qui est les enquêtes, le mystère. J'adore ça. Ah oui, c'est sûr. C'est une passion, bien entendu. En tout cas, on sera ravis de vous recevoir pour le présenter. Pour une prochaine édition. Vous éditez à compte d'auteur? Non, vous avez une maison d'édition? Oui, j'ai une maison d'édition. D'accord. L'édition LL. D'accord. Et c'est dur de trouver quand on a envie d'écrire pour pouvoir être édité? Oui, j'avoue, car moi-même j'ai écrit mon premier livre à 14 ans et puis c'était pas évident en fait, puisqu'on est encore inconnu dans le domaine, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où commencer. Moi, j'avais déjà écrit sur des feuilles, puis je me retrouvais à saisir, puis il y avait encore des erreurs à corriger. C'était une expérience que je ne veux pas refaire en tout cas. D'accord. C'est difficile en fait de s'intégrer, mais ce n'est que la première phase qui est difficile, mais après ça, on s'adapte. Et pour mon 2e livre, c'était une procédure facile, on va dire. Très bien. On vous souhaite un 3e, un 4e et bien d'autres ouvrages, Inch'Allah, et pour participer à donc, de grands festivals du livre, pourquoi pas. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis, vous reviendrez nous présenter vos ouvrages, carrément. Voilà, Inch'Allah. Et puis, parler un peu du festival, parler de la clôture, parler du programme d'aujourd'hui, de demain. Oui, donc justement pour rebondir par rapport à ce qu'elle a dit Lina, demain nous organisons un forum pour ces jeunes écrivains. Donc on va les réunir, que chacun parlera de son expérience, que ce soit son expérience d'édition ou d'écriture. Très bien. Donc on va les regrouper à la bibliothèque principale de lecture publique Sidi Mohamed. Donc chacun individuellement va présenter son œuvre devant un public et des journalistes et ceux qui veulent
venir assister, ils sont les bienvenus. Très bien, très bien. En tout cas, pour la clôture aussi, rappelez-nous un petit peu le Donc programme. la clôture, c'est tous les participants à l'événement qui seront présents pour la remise des prix, parce que nous organisons aussi en parallèle des concours de lecture et de dessin d'illustration. D'accord, très bien. Donc nous avons décidé de clôturer l'année avec de la lecture en fête. C'est une fête et en même temps c'est la lecture pour les enfants, pour les jeunes. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, bon courage pour ces 2 journées, parce qu'il en reste 2. Hein, donc aujourd'hui, demain et après-demain. Oui, voilà, 3 jours carrément. Un programme chargé. Chargé. Oui. Il y a une année aussi qui nous attend. Oui, par exemple. Une année de travail, une année de programme qui nous attend. Tout à fait, donc j'imagine. on clôture et on commence. Parfait. Et c'est un enchaînement, c'est une spirale. À Tizi Ouzou, le secteur de la culture, c'est une spirale d'activités. Une activité s'enchaîne avec une autre. Bah voilà. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ould Ali Khaled. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. Bonne année. Bonne année à l'avance. Vos vœux, allez-y. Oui. Bonne année à vous et à tous les téléspectateurs, à tous nos partenaires, à tous les travailleurs du secteur de la culture. Voilà. Nous les remercions parce que nous ne les remercions jamais assez pour les efforts. L'engagement, bien sûr, pour la réussite de ces événements. À vous, Lina, peut-être un dernier mot et surtout vos vœux. Alors, je souhaite très bonne année. Tout d'abord à mes parents, ma famille, mes amis, mon village, ma région, à vous aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Et j'espère en fait que tous les jeunes pourront s'inspirer, qu'ils pourront en fait réaliser leurs rêves, progresser, ne jamais en fait écouter les préjugés des autres et toujours persévérer, quel que soit leur art, quel que soit leur talent, que ce soit pour le dessin, la lecture, voilà, tout, la danse, tout est un art, tout mérite d'être développé, puisque c'est un moyen d'expression chez chacun d'entre nous et c'est ce qui fait nos qualités. Et bien sûr, la richesse. Et oui, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si je peux ajouter juste un petit mot, parce qu'il y a celle qui passait avant nous, donc elle parlait de l'addiction. Oui. Donc c'est tous ces phénomènes, de société. Donc il y a la lecture, l'écriture qui vient contrer tous ces fléaux. C'est vrai, tout à fait. Donc le hasard a fait qu'on vient juste après c'est un les gens. C'est une alternative à tous ces fléaux. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Bon retour à vous et puis bonne chance pour le festival. On continue. Cette fois-ci, on vous emmène du côté de Timimoun où il y a eu lieu donc un formidable festival, le festival des Halil. Bien sûr, c'est une tradition, ça se perpétue de génération en génération. Les Halil, louange à Dieu, bien sûr, c'est un patrimoine immatériel. Et notre journaliste Meissa Lebouahla nous a donc fait ce reportage. On le regarde et on se retrouve juste après. Mêlant le zénith et l'arabe, Ahlil demeure ce chant soufi ancestral propre au Gourara. Porté par une voix collective, le rythme des mains et les instruments traditionnels incarnent un patrimoine vivant transmis de génération en génération. Ahlil est le résultat de la simplicité. Le premier instrument utilisé par l'homme est la main pour les claquements. On a le bengeri, la pierre, le tambour et le temja. Le temja et le bengri, des instruments simples mais puissants et indispensables au show qui captivent le public et qui font la particularité de cet art traditionnel. Tamja est utilisé pendant le spectacle car le rythme d'arrêt est compliqué. Pour ce qui est de Tegaraut, qui s'interprète en étant assis, on utilise le gombri et la pierre. Ahlil continue de résonner la nuit par les gardiens de cet art ancestral, traversant les générations et reliant le passé au présent. De retour
retour sur notre plateau d'un festival à un autre. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, festival du théâtre, festival donc de lire en fait et festival de l'Ahlil. Et cette fois-ci, on va parler encore une fois, rester dans le patrimoine immatériel avec, on avait parlé donc des Fogaras. Et cette fois-ci, notre invité va nous parler d'un nouveau système intelligent, donc modernisé par les architectes actuels. Elle vient d'avoir un prix international, prix Smart Energy Efficiency Innovation Challenge. En tout cas, avec nous, Amel Ben Yahia, qui est donc détentrice de ce prix. Bonjour et bienvenue. Bonjour aux chers téléspectateurs. Bonjour Canal Algérie. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci voilà, d'être là. Comme vous venez de le dire, je suis lauréate du Smart Energy Efficiency Innovation Challenge. Voilà, je suis architecte de formation. On va en parler dans un moment. On va présenter notre autre invité qui, lui, est donc le commissaire du festival de la chanson Aroubi. Bonjour et bienvenue, Monsieur Mohamed Belarbi. Marhaba bik. Allah ysalmek, merci beaucoup. Voilà, c'est un festival qui prend chaque année essence, en tout cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Cette année, la particularité, c'est qu'on est revenu à la salle Mohamed Touré, fermée pendant plusieurs années pour cause de travaux. Et ça a été un plaisir, aussi bien pour nous que pour le public. Formidable. Voilà. Et c'est un festival aujourd'hui qui se doit d'être, puisqu'il y a plusieurs festivals donc, de musique andalouse. Et bien entendu, aujourd'hui, chacun travaille pour essayer donc, de faire connaître sa musique. Alors, c'est ce que vous faites, puisque vous en êtes le commissaire, j'imagine. D'ailleurs, même, on a organisé une conférence pour faire connaître ce genre musical. Ce genre musical, tout à fait. Qui est le Aroubi. D'ailleurs, c'est un genre musical de beaucoup de raffinement. Il dérive de la musique arabo-andalouse, la musique Sana'a, comme on l'appelle. Musique savante. Savante, tout à fait. Sauf que les paroles diffèrent par rapport au texte chanté dans la musique Sana'a. Les paroles du Aroubi sont un petit peu ce qu'on appelle le mulhoun. Le mulhoun, c'est un genre poétique qui n'obéit pas aux règles grammaticales. C'est-à-dire que, donc, Soukoun, etc. Et puis, les poètes, généralement, sont de grands poètes connus. Ils sont tous algériens, à l'exception d'un seul poète qui est andalou, c'est le Mu'tamad Ben Chouja, qui a vécu au XIIIe siècle. Et nous lui chantons deux poésies, Nafr Ben Hawit ou Dm'i Jara. D'accord. El Melhoun, je connais donc Sidi El-Khdar Ben Khlouf, parce qu'il en fait partie du chant Aroubi. En principe, il a une pièce poétique chantée dans le rustre Aroubi, c'est Yamah el-Joudi. Mais parce que la musique, elle est très structurée. Très structurée, oui. C'est pour ça qu'on l'a insérée dans le registre Aroubi. Mais la plupart du temps, on classe cette chanson dans le genre Sha'bi. Sha'bi, tout à fait. Justement, il y a énormément de similitudes entre le Sha'bi et bien sûr la chanson, la musique andalouse, parce que l'académie, on dit, pour les gens qui font du Sha'bi, il faut absolument qu'ils passent par l'andalou. Et quand on dit andalou, il y a plusieurs variantes aussi dans l'andalou, plusieurs écoles aussi. Exactement. Et donc aujourd'hui, le genre Aroubi, c'est un genre à part entière qu'il faut garder. Justement pour le préserver. Justement, c'est pour la continuité, justement. Pour la continuité. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a pensé à des concours. D'ailleurs, il y a des jeunes qui sont passés chaque soirée. On a 4 candidats. Et ils ont été excellents. D'ailleurs, ils nous ont ébahis par leur savoir chanter, par leur savoir jouer de la musique. Donc, ce sont des interprètes. C'est des interprètes, mais des jeunes. Des jeunes. Issus d'écoles de musique, bien sûr. Mais l'objectif, c'est que, à travers ces jeunes, on préserve la musique et on lui fait un petit peu de publicité tout autour, bien sûr. Mais j'imagine que tous les mélomanes donc, de musique andalouse, musique Sha'bi, aiment le spectacle aussi, sont aussi adeptes donc, de ce genre musical. Surtout qu'il est très léger. C'est par rapport... Par exemple, la Nouba, elle est savante, mais là, c'est des airs rythmés. D'ailleurs, ils prennent le rythme, le brouel, ce qu'on appelle le brouel, le khlas, de la musique Sana'a, pour l'insérer dans le Aroubi. Le Aroubi, en général, ça a été créé 19e siècle, Alger, Blida. D'ailleurs, nous avons à Blida un poète
qui s'appelle Mohamed Ben Khadr, enterré à Sidi El Kbir, le cimetière où est enterré le fondateur de la ville de Biès, Ahmed El Kbir, et il est mort en 1896. Il a une poésie, Mohamed Ben Gharam, qui a été reprise par Al-Hajj Mohamed Lonqa, tellement c'est une poésie bien faite, voilà. Qui reste. Aujourd'hui, il faut absolument préserver. Est-ce qu'il y a eu des écrits concernant l'Arabi? Est-ce que des auteurs se sont penchés sur cela? D'ailleurs, à la clôture, il y aura un diwan, un recueil de poésie chantée. J'ai pu recueillir à peu près 41 poésies qui sont chantées dans le genre arabe. Très bien. Voilà. Vous faites un travail de recherche, donc. Oui, justement, c'est d'ailleurs le but un petit peu de ce festival, c'est de le faire connaître à travers son corpus poétique chanté dans le genre. Alors ça a commencé le 26, ça va se terminer donc le 30. Alors donc il y a des soirées, ça se passe à Blida. C'est donc un vivier aussi donc d'artistes. Blida. Oui, c'est connu comme donc la préservation aussi donc de ce patrimoine musical. Tout à fait, oui. Et donc les artistes, vous le disiez, donc c'est un concours, ils sont brillants, les jeunes sont brillants. Ils sont très brillants. D'ailleurs, ils nous ont épatés par leur savoir-faire. Mais il y a toujours il y a des associations qui passent. Chaque soirée, nous avons 2 associations et 2 chanteurs. Alors, cette soirée, ça pour ce soir, allez-y. Fali Trouja, oui, un grand ami de Bonjour d'Algérie, de Canal Algérie, et lui qui est aussi dans la préservation du patrimoine. Il fait un travail monumental pour ce faire, c'est vrai. D'autres artistes? Il y a eu déjà des artistes qui sont passés. On a eu en ouverture Manel Gherbi, voilà, qui a quand même marqué sa présence aussi lors de cette soirée. Oui, beaucoup même. Et nous avons d'autres artistes du terroir, comme aujourd'hui on aura, Inch'Allah, un jeune talent du nom de Abbar Yassine, qui va certainement beaucoup plus plaire au public. Voilà. Et nous avons également, à la fin de cette édition, Samir Toumi, qui va clôturer la soirée, bien entendu. Et nous avons une autre soirée à part, qui va se dérouler au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Très bien. Voilà, c'est pour un petit peu... quelle journée? Ce sera le 31, à la veille de la fin de l'année. La fin de l'année. Et puis, on a essayé de faire connaître ce genre musical à plusieurs communes, à Blida, lors de la dernière édition. Et nous avons même donné un concert à l'université de la Fronde. C'est justement pour encourager les étudiants à se pencher sur ce genre musical et poétique. Et pourquoi pas, il y aura des tests de master ou de licence. Pourquoi pas. Voilà, Inch'Allah. La recherche académique est bien sûr importante. Eh bien, on a en face de nous un exemple parfait de cette recherche académique et surtout cette jeune architecte qui a eu un prix dans son domaine. Et vous avez travaillé, vous avez participé à ce concours, un concours européen, c'est cela, le PNUC? Non, c'est un concours organisé par la PRU, que je salue déjà pour leur professionnalisme et l'organisation de l'événement et le PNUD, le PNUD qui appartient à l'ONU. Voilà. Et bien sûr, vous avez participé avec ce système, donc, qui nous appartient, un système bien de chez nous. C'est donc un héritage donc, aussi culturel qui s'est très bien transmis de génération en génération. C'est les Fogaras, qui sont donc préservés, patrimoine mondial. Exactement. La Fogara existait depuis plus de 2000 ans. Déjà, elle est apparue en Iran au début, après réadaptée en Algérie et réadaptée plutôt aux conditions locales algériennes et même sociales, parce que ce n'est pas qu'un système hydraulique. C'est un système de partage et de partage de l'eau et de cohésion sociale. C'est ça, un partage d'eau intelligent. Il y a Kiel Elma, qui est un véritable métier à lui à part entière aujourd'hui, qui tend à se perdre un petit peu. On a peur, il faut juste sensibiliser autour, comme on l'a dit, pour la musique. Pour cela aussi, parce que c'est un travail de longue haleine pour être Kiel Elma. Exactement. Donc, je vous parle de mon projet maintenant ou de oui, ma allez-y. carrière.
Oui, oui. Alors, je suis architecte de formation, diplômée de l'université de Blida d'ailleurs. Oui. Voilà, et en même temps, en parallèle, je suis artiste peintre. Je réalise pas mal de toiles et tout. On a vu ça, on vous invitera pour la prochaine fois pour votre côté artistique. Inch'Allah, exactement. Voilà, et j'ai eu l'idée, d'après mes recherches pour la Fogara, d'intégrer ce système dans une maison contemporaine, vraiment parce que la Fogara n'est pas qu'un héritage du passé, mais qu'on pouvait parfaitement réadapter à une construction contemporaine, parce que c'est une bonne leçon d'économie circulaire de l'eau. Voilà, j'ai intégré. Alors, vous nous avez envoyé des photos, est-ce qu'on peut les décortiquer ensemble? Oui, bien sûr, ça c'est la Fogara traditionnelle, qui travaille par gravité. Oui. C'est un système de pompage de l'eau de la nappe phréatique qui va vers les oasis, les palmeraies, et en même temps pour les ressorts. C'est ça. Voilà. Oui. Et donc, on va en voir d'autres, des photos. Et le système en lui-même, vous l'avez modernisé à la vie actuelle, c'est cela? Exactement. Bon, je l'ai intégré vous l'avez appliqué pour la vie actuelle. Je l'ai intégré carrément dans une construction contemporaine. Oui. Voilà. Bon, ça, c'est toujours les anciennes Fogara. C'est le système de captage et tout. Et dans mon projet, ça serait possible de voir les photos de mon projet? Oui, oui, on va voir les photos dans un moment. Oui. Et dans votre projet? Dans mon projet, j'ai intégré tout cela, mais avec des techniques plus contemporaines. C'est toujours la Fogara classique. Ouais. Exactement. J'ai utilisé des pompes, parce que vraiment, en général, c'est les terrains plats. Donc, on aura besoin de pompage pour tirer l'eau de la nappe phréatique et tout. Et ensuite, l'intégrer. Exactement, c'est ça. Et l'intégrer dans un réservoir. Et après, on va capter tout cela et l'envoyer vers le souterrain de la construction. Et grâce à des canalisations, ces canalisations serviront de rafraîchir et de chauffer la maison. Et il y a une partie qui va être switchée en même temps vers la cuisine pour le lavage quotidien et tout. L'eau est ensuite récupérée, filtrée et réutilisée pour les sanitaires et pour l'arrosage du jardin et le lavage. Et ça fera un cercle fermé. Cercle fermé et bien sûr une distribution d'eau intelligente et sans gaspillage. Et durable. Et durable, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc ce prix, vous l'avez présenté, vous avez eu un prix et donc c'est la première fois que non, j'ai l'habitude de participer à pas mal d'événements et de concours. D'ailleurs, j'ai participé aux 2 biennales algéro-françaises. Celui-ci, par exemple? Exactement, c'est les balises autoroutières utilisées à base de produits de recyclage, de déchets de chantier. Et même un autre projet Gabillon, que j'étais lauréate aussi pour le 2024. C'est très bien. Voilà. C'est-à-dire la recherche continue toujours. Exactement. Vous travaillez, vous faites travailler votre tête à chaque fois pour essayer d'adapter cela à la vie moderne aujourd'hui, tout en étant dans la préservation de notre écologie, éviter le gaspillage et penser à l'architecture traditionnelle durable. Voilà. Penser recyclage interpréter. Oui. Voilà. Très bien, très bien. Et donc on va voir votre prix puisque vous l'avez eu fièrement. Voilà. Ouais. On va le montrer. Ça, c'est votre prix. Ouais. Donc, bravo à vous. Merci. Je rappelle donc Amel Ben Yahya, n'est-ce pas? Amel Ben Yahya, vous êtes donc architecte et vous venez donc d'obtenir ce prix. Qu'est-ce que ça vous apporte donc d'obtenir comme ça des prix? C'est un plus pour moi pour pouvoir continuer à progresser, à continuer mes recherches. Oui. Et voilà. Voilà, en tout cas, bravo à vous. Et puis, on va passer peut-être au tableau, là, puisque vous êtes une passionnée, vous êtes une amoureuse de tout ce qui vous entoure. Oui, vous aimez partager aussi. Oui, exactement, je suis artiste, je réalise pas mal de toiles et de la peinture sur verre. D'accord. Et cette approche a complètement... Autodidacte, exactement. Et cette approche a complètement changé ma manière de concevoir l'espace et le projet architectural. Ah, c'est bien ça. Donc, une belle passion commune. Qui vient compléter mon métier d'architecte. Tout à fait, c'est magnifique. Merci. Donc, vous n'avez jamais exposé ou vous avez... J'ai l'habitude d'exposer et de vendre déjà les tableaux. Très bien, très bien. Pour des particuliers en général. Des expositions collectives ou individuelles? Collectives, des fois. Et ça se passe bien? Ça se passe très, très bien. Et c'est des thématiques tout autour ou carrément c'est selon votre inspiration du moment? Selon l'inspiration en général, c'est des thématiques
que je développe comme ça en voyant des tableaux, en voyant des expositions d'ailleurs. Très bien. Est-ce que pour ce prix, par exemple, et ce projet que vous avez donc réalisé, parce que c'est un projet important, est-ce que vous comptez l'adapter pour aujourd'hui les constructions actuelles, des individuels ou carrément les... Ça serait un espoir de l'adapter, de l'interpréter, de l'adapter au climat algérien et aux constructions algériennes d'ailleurs. Je souhaiterais intégrer peut-être des labos de recherche, être encadré, voilà, pour aller de l'avant. Voilà, j'espère qu'à travers donc, votre passage aujourd'hui, ça sera l'occasion donc, de vous faire appel, pourquoi pas, et qu'on puisse intégrer votre projet réfléchi, bien réfléchi et l'adapter carrément aux constructions actuelles. Algériennes. Algériennes, tout à fait, Inch'Allah. Sinon, pour vos projets, vous en avez en ce moment? J'ai encore d'autres recherches, mais je suis en train de développer d'autres recherches et voilà, que je souhaiterais aussi participer avec très bien. Pour d'autres concours. Vous avez déjà été bien sûr dans le sud pour voir les Fogaras? Bien sûr, je suis une fille déjà d'origine côté maternel de Biskra. J'ai l'habitude d'aller voir et de visiter. Ça vous a beaucoup inspiré? Beaucoup influencé, inspiré, exactement. Très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis bravo encore pour ce prix, bravo pour tout ce que vous faites. Et puis j'espère qu'on vous recevra en tant qu'artiste pour une prochaine exposition, Inch'Allah. Bien sûr, Inch'Allah. Voilà. Un dernier mot peut-être pour les vœux? Oui, je souhaiterais une bonne année à tous les téléspectateurs, à vous aussi, à monsieur, à ma petite famille, mon mari, mes enfants, à mon père et mon frère. Voilà, et je souhaite beaucoup de succès à tout le monde et de réussite. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes plutôt réservé en général. C'est la première fois. On a insisté grâce à donc, cette publication. On est donc très content pour vous. On vous a retrouvé et puis on a pu vous inviter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amel. Madame Amel. On terminera avec vous pour peut-être nous parler un petit peu du programme de la journée d'aujourd'hui et celle de demain, encore une fois. Aujourd'hui, on aura deux associations. Oui. Ce sera l'association Nassim Sabah qui vient de Cherchel et l'association Njma de Blida. D'accord. On les connaît, on les a déjà reçus aussi. Et on aura Farid Khouja. Et puis le jeune talent également, c'est un jeune qui se fait connaître à travers ce qu'il fait. C'est le jeune Abbar Yassine. Alors pour demain, la clôture, j'ai dit que la clôture sera avec Samir Toumi. Mais avant, il y aura l'association Binoubeja de Mostaganem. D'accord. Et on terminera avec la proclamation des résultats du jury qui va... Et les membres du jury étaient donc des artistes confirmés pour l'artiste? Ah oui, la plupart. Il y a le chef d'orchestre et le président de l'association El Bachtarziya de Koléa. Il y a le Abdelkader Rizqallah qui est professeur au conservatoire d'Alger et a été musicien dans l'orchestre de Skendrani, rahimahullah. Et il y a Shaban, le président du jury, Shaban Lamari, qui est médecin et chef d'orchestre également. Donc le choix a été porté sur ces gens afin qu'il y aura de l'impartialité dans le... J'imagine, il y a toujours l'impartialité. Ce sont des professionnels et puis bien sûr, ce sont donc des amoureux donc, de leur art qui travaillent pour bien sûr la préservation de cette musique savante. Donc il n'y a pas de raison. Vous serez là, vous aussi, en tant que commissaire, vous êtes là pour veiller au grain. Veiller au grain, tout à fait. Justement. Et le bon déroulement donc, de ce festival. Hein. Oui, justement, c'est à travers la réussite qu'on avance. Qu'on avance et puis pour faire plaire ce genre musical au public et tout. Je rappelle que cette édition a été consacrée à un grand personnage dans le monde de la musique. Il s'agit de chanteur et maître de la musique, c'est Mohamed Touber Al-Hmouk, qu'on a consacré cette édition. Oui, vous lui avez rendu hommage à travers cette édition. Voilà. Je rappelle qu'il a été le maître de Farid Khouja. Oui, voilà. Donc il était normal qu'il soit là, hein, Farid. Oui, j'aurais souhaité qu'il vienne. Donc j'ai dit que Mohamed Toubel, non seulement il chantait très bien,
mais il avait une façon de transmettre le patrimoine d'une manière, j'allais dire, extraordinaire. Voilà. Et Farid Khoudia, on rappelle qu'il vient d'avoir aussi, on lui a rendu hommage au ministère donc, de la Culture tout récemment. Donc félicitations aussi à tous nos artistes, bravo pour tout ce qu'ils font pour justement faire rayonner la culture algérienne partout où ils sont. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Mohamed Belarbi. À très bientôt et bon courage pour la fin. Donc le 30, j'espère. Oui, Inch'Allah, le 30 et le 31 au Palais de la Culture. Tout à fait. Voilà, vos vœux peut-être pour la fin de l'année? Je souhaite beaucoup de réussite à vous, à l'équipe de Canal Algérie, et puis Inch'Allah une année prospère. Très bien, merci beaucoup encore une fois et puis bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis, excellente journée et puis merci à toute l'équipe de nous accompagner régulièrement. Bonne année à vous tous puisqu'on ne se reverra pas jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah. En tout cas, merci de nous suivre régulièrement. Tous nos voeux à tous de la part de toute l'équipe de Canal Algérie. Et puis demain, n'oubliez pas, vous aurez le plaisir de retrouver donc Smaïl Belkhaïda dans son émission depuis la station régionale de Constantine. Et puis bien entendu, on continuera à vous accompagner tout au long de la semaine, bien sûr. N'oublie pas, c'est tout de suite après donc l'instant matin avec Mariam Moussaïd. À très bientôt et bonne journée. Au revoir.